l'autre. Comme nous sommes un petit peu serrés au niveau timing, puisqu'à 14h30, nous devons être dans l'hémicycle pour un vote solennel, je vous propose, en attendant qu'elle arrive, si vous voulez rapidement vous présenter en 2 minutes. Je vais commencer. Donc, voilà. Moi, je suis Pierre Evancel, je suis épidémiologiste et je dirige l'équipe de recherche Épopée, qui est donc invitée aujourd'hui avec mes collègues. Catherine Deneux, donc je suis épidémiologiste, directrice de recherche dans cette équipe et je travaille plus particulièrement sur la santé maternelle, donc des femmes dans ce contexte de grossesse. Quelque chose, oui. Moi, je suis gynécologue obstétricien et je suis responsable de la maternité Port-Royal et je suis également chercheur dans cette unité. Bonjour, Camille Leray, je suis gynécologue obstétricien également à Port-Royal, épidémiologiste dans l'unité et responsable des enquêtes nationales périnatales. Bonjour, Martin Chalumeau, je suis pédiatre à l'hôpital Necker et épidémiologiste dans l'unité. Bonjour, Anne-Sophie Exo, je suis responsable des relations avec le Parlement de l'INSERM. Merci, vous êtes venus en nombre aujourd'hui. Bienvenue. Merci déjà pour votre publication là, qui tombe à point nommé finalement, prématurité, l'urgence d'agir. Pour mes collègues qui voudraient, il en reste quelques exemplaires. Ils viennent d'être édités, l'encre est tout juste sèche, si j'ai bien compris. Donc voilà, une des publications que vous sortez tous les mois. Mars, je vois. Donc c'est une fois tous les 3 mois environ. Tous les 3 mois en fait. Et okay, hasard du calendrier, il portait sur la santé périnatale. Très bien, merci. Et ben voilà, tu vois. Voilà notre rapporteur, donc Véronique Guillotin, qui nous rejoint. Donc, si vous voulez, nous allons commencer notre audition. Tout d'abord, merci pour votre présence. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Donc, mes chers collègues, nous entendons aujourd'hui des représentants de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, donc plus connu sous le nom d'INSERM, et en particulier des membres de l'équipe de recherche en épidémiologie obstétricale, périnatale et pédiatrique, donc Épopée. L'activité scientifique de Épopée s'organise principalement autour de 6 thématiques qui intéressent tout particulièrement notre mission d'information. Les soins périnatales et accouchements dans la population à bas risque et en population générale, la morbidité maternelle sévère, déterminant prise en charge et événements de santé, naissance prématurée et retard de croissance fœtale. En 4e point, on a les facteurs de risque, prise en charge clinique et événements de santé des nouveau-nés présentant des anomalies congénitales, les risques et décisions en pédiatrie, et enfin les inégalités sociales en matière de santé maternelle, périnatale et pédiatrique. Toutes ces thématiques et les problématiques qu'elles soulèvent, comme l'évolution des facteurs de risque au sein de la population générale, la prise en charge des naissances prématurées ou encore la gestion du risque en santé périnatale, ont été largement évoqués par l'ensemble des personnes auditionnées par notre mission d'information. Toutefois, ces éléments ont souvent pu être abordés au travers de prismes parfois déformants, selon les personnes que nous avons auditionnées, soit parce qu'il y avait une volonté d'une meilleure reconnaissance de certaines professions, ou la crise de la pédiatrie, ou encore la nécessité de défendre le choix de certains seuils pour le maintien ou pas des maternités, comme ce fut le cas la semaine dernière avec l'Académie de médecine, et sans oublier une dimension territoriale forte qui nous intéresse aussi dans notre mission d'information. Nous sommes donc particulièrement intéressés de vous entendre nous présenter une analyse de la situation de notre système de santé périnatale qui soit scientifique, objective et dépourvue de toute considération professionnelle ou politique. Par ailleurs, un point particulier nous interroge. C'est celui non pas tant de l'absence de données dans notre système de santé que de la difficulté d'exploitation scientifique de celle-ci,
dû notamment à la fragmentation des bases de données. On sent bien qu'il manque une synthèse et puis de faire parler finalement ces chiffres. Santé publique France, la Haute Autorité de Santé ou encore plusieurs autres sociétés savantes que nous avons auditionnées ont toutes pointé cette difficulté majeure qui empêche par exemple de pouvoir relier précisément un événement indésirable grave au parcours de soins de la mère. En clair, peut-on établir un lien entre taille et type de la maternité et sécurité en éliminant le biais statistique lié au fait que les maternités de type 3 ont vocation à accueillir les grossesses qui posent le plus de difficultés, là où celles de type 1 n'accueillent normalement que des grossesses dites physiologiques. Vous l'aurez compris, faute de partir sur des bases claires, il est très difficile de réfléchir sur la meilleure organisation des soins de périnatalité. L'INSERM étant en première ligne dans l'exploitation et l'analyse des données épidémiologiques, nous serons très attentifs aux explications que vous pourrez nous donner, ainsi qu'aux actions qui ont été ou qui pourraient être mises en œuvre pour remédier à ce véritable problème. Donc, je vais vous laisser la parole pour un propos liminaire, mais je crois que vous nous avez préparé un beau PowerPoint. Donc, je vais vous laisser le présenter. Il est, semble-t-il, relativement épais. Et je pense que ça sera plus simple que nous échangions au fur et à mesure des dias que vous nous présenterez. Et puis, bien sûr, je laisserai la parole à ma collègue Véronique Guillotin, qui est rapporteure et qui va un petit peu mener ces débats. Et puis, bien sûr, toutes nos collègues présentes vous poseront également les questions au moment venu. Voilà, je vous laisse la parole. Merci bien. Madame la Présidente, merci beaucoup. Mesdames et messieurs les sénatrices et sénateurs, donc on est là pour vous faire un petit compte-rendu. On a été guidé par les questions que Madame Guillotin nous a adressées. Donc le PowerPoint est vraiment en réponse un peu à ces questions. Et donc, comme vous le proposiez, on va peut-être aborder question par question, ce qui vous laissera le temps de nous interroger sur chacune des interventions. Et je me permettrai, pour certaines d'entre elles, de passer la parole à mes collègues. Mais on a essayé de coordonner ça pour ne pas prendre trop de temps. Donc il y avait cette première question qui nous avait été adressée sur est-ce qu'on a été sollicité et quelles sont les réponses qui ont été apportées. Alors je vais répondre de manière très rapide. Vous voyez qu'on a sollicité un certain nombre de rencontres auprès du gouvernement, des conseillers, des directeurs de cabinet, de la DGS. Alors, c'était avant la Covid-19 qui a vraiment tout interrompu dans ce processus-là. Et puis, les échanges ont repris, notamment pour discuter avec toutes ces personnes sur l'importance de la santé périnatale et de la recherche autour de la santé périnatale. On est également auditionné depuis 2023 régulièrement par les parlementaires l'année dernière sur la mission sur la mortalité infantile et puis plus récemment. Et enfin, on est très impliqué dans des travaux qui sont coordonnés par la Cour des comptes, qui doit, je crois, sortir prochainement un rapport sur l'évaluation des politiques de santé dans le domaine périnatal. Et puis, on a participé aussi aux assises de la santé de l'enfant depuis maintenant un petit peu plus d'1 an. Donc voilà pour le cadre. Ce que je vous proposais, c'est éventuellement d'emblée essayer d'aborder la question numéro 2 qui nous était posée sur les travaux concernant la santé périnatale et infantile en France, avec un point de départ que vous connaissez, qui vous a sans doute été déjà rappelé, qui est sur l'évolution récente de la mortalité infantile en France, qui a eu plutôt tendance à augmenter, on va dire, dans les 10 dernières années, avec un seuil atteint, je crois, pour 2023, même si ce sont des données provisoires, qui est de 4 pour 1000 naissances, qui est probablement le taux le plus élevé depuis une vingtaine d'années, avec une élévation qui est en partie liée à l'augmentation de la mortalité néonatale. La préoccupation qu'on a, c'est que cette situation, elle est un tout petit peu particulière à la France, puisque comme vous le voyez sur ce diaporama, alors j'ai essayé de mettre, je ne sais pas si on voit ma petite flèche, voilà, vous avez en pointillé l'évolution au cours du temps de la mortalité infantile en France. Et vous voyez qu'en France, elle a eu plutôt tendance à augmenter, comme je viens de le dire, alors que dans beaucoup d'autres pays, l'évolution a été plutôt à la diminution. Donc il y a un contraste avec les autres pays, un écart qui se creuse.
quelques pistes maintenant peut-être à partager avec vous sur pourquoi ce phénomène-là. Je dirais qu'il y a 2 éléments et je vous invite à regarder le graphique qui est sur la droite, qui permet de comparer l'évolution de la mortalité infantile en France, la mortalité néonatale, parce que c'est la composante qui a beaucoup augmenté, en France avec la courbe qui est en bleu, en fonction des semaines de grossesse, et puis en vert, vous avez les résultats dans les pays pour lesquels le taux de mortalité est le plus bas. Et on s'aperçoit qu'il y a finalement 2 populations dans lesquelles on observe une surmortalité en France par rapport à ce qu'on constate ailleurs. La population à très haut risque des enfants grands prématurés, d'une part, mais on constate également une augmentation de la mortalité dans une population qui est théoriquement considérée comme à bas risque, c'est-à-dire née proche du terme de la grossesse. Et donc je vais essayer en quelques minutes, et en n'étant pas trop long, qu'on essaie d'échanger le pourquoi de ces résultats-là. Donc sur le haut risque, j'ai pris l'exemple ici de la prématurité extrême, puisque c'est là qu'on retrouve les écarts les plus importants. Vous avez un tableau ici qui vous présente, en fonction des pays, la survie des enfants extrêmement prématurés par classe d'âge gestationnel. Et vous avez en rouge la situation française, qui a été étayée par une cohorte qu'on a menée en France, qui s'appelle la cohorte EPIPAGE 2, et qui montre clairement des résultats où la survie de ces enfants extrêmement prématurés est nettement plus faible en France que dans beaucoup d'autres pays, y compris dans des pays européens, comme par exemple la Suède, que j'ai surligné ici en bleu foncé. Ça s'explique comment ? Probablement par une prise en charge de ces enfants donc, très prématurés, moins systématique, moins active qu'elle ne l'est dans d'autres pays, avec l'idée derrière probablement que plus on est actif dans la prise en charge, plus on va les faire survivre, mais avec la crainte de créer du surhandicap. Or, les résultats français montrent que non seulement la mortalité est plus élevée, mais qu'on n'améliore pas nécessairement le pronostic à plus long terme, ce qui contraste là aussi avec ce qui avait pu être compris. Et donc se pose dans cette population-là d'enfants prématurés, vous voyez, donc une mortalité qui reste plus élevée que dans d'autres pays, et à côté de ça, des résultats en termes de troubles neurodéveloppementaux qui sont quand même encore préoccupants, puisqu'on constate, là c'est le résultat d'un travail, d'un bilan d'évaluation médicale et neuropsychologique d'enfants grands prématurés et avec une prématurité modérée à l'âge de 5 ans et demi, on a pu observer, vous voyez, que des enfants qui présentaient des handicaps, on va dire, modérés à sévères, c'est presque 30% des enfants extrêmement prématurés, c'est presque 20% des enfants avec une grande prématurité, 12% avec une prématurité plus modérée, contre 5% dans une population d'enfants nés à terme. Donc il y a un gradient de risque qui reste encore très très important. L'autre constat qui nous a particulièrement préoccupés, c'est que parmi ces enfants qui avaient des difficultés importantes, modérées à sévères, il y en avait plus de la moitié qui ne bénéficiaient pas de prise en charge spécialisée à l'âge de 5 ans et demi. Donc on voit bien que cette population d'enfants prématurés, elle reste une population importante et préoccupante. Vous voyez qu'en nombre, on est autour de 50 000 naissances chaque année, mais à elle seule, la prématurité explique près des 3/4 de la mortalité néonatale en France, la moitié des handicaps d'origine périnatale. Donc il y a un véritable enjeu de recherche derrière sur quelles sont les bonnes stratégies de prise en charge autour de la naissance pour ces enfants, et en même temps, qu'est-ce qu'on doit proposer aussi pour que le devenir de ces enfants se fasse dans de bonnes conditions. Donc ça vous explique peut-être un peu le décalage que l'on avait dans la population à haut risque. Mais il y avait l'autre volet que je vous ai montré, qui est celui de la surmortalité dans le bas risque, théorique en tout cas. On constate que c'est probablement... Alors là, ce sont des hypothèses de travail, et je pense que mes collègues étayeront ça un tout petit peu. On n'a pas tous les éléments, comme vous l'avez dit, Madame la Présidente, tout à l'heure, pour pouvoir exactement interpréter ces résultats-là, mais il y a probablement autour de cette population de naissance à terme un problème d'une mortalité qui reste évitable, car il y a possiblement derrière des soins sous-optimaux, une organisation des soins qui est loin d'être parfaite. Alors on évoque notamment l'hypothèse de la triple permanence des soins, dont vous savez qu'elle est difficile à assurer dans les établissements, dans les maternités, en obstétrique, en pédiatrie, en anesthésie. Le recours possible à l'intérim qui a pour effet, quand il manque du personnel, de casser un peu la continuité des soins et de désorganiser les équipes. Et donc il y a un ensemble de questions qu'il va falloir probablement étayer en termes de recherche pour aller un tout petit peu plus loin. Et puis le dernier volet, en termes d'hypothèse de travail aussi, c'est malheureusement la persistance, voire l'augmentation des inégalités sociales de santé.
Vous avez ici dans le graphique la mortalité néonatale en fonction d'un score de désavantage qui est mesuré à partir de différents indicateurs et qui montre bien que dans les endroits où le désavantage social est important, la mortalité néonatale est également plus élevée. Et tout ça est forcément lié un peu aux aspects territoriaux. Alors, je n'oublie pas dans le paysage, et puis je m'arrêterai là après pour cette question numéro 2, que dans la mortalité infantile, il y a le volet mortalité néonatale dont on a vu ensemble qu'il avait tendance à augmenter, mais il y a derrière la mortalité post-néonatale dans laquelle il y a un événement qui contribue fortement à cette mortalité post-néonatale, qui est la mort inattendue du nourrisson, dont on vous a, je pense, dans le cadre des auditions précédentes, déjà beaucoup parlé, en sachant que ça reste un objectif, notamment en termes de prévention, puisqu'il y a des mesures de prévention relativement simples à prendre pour réduire cette mortalité liée à la période, chez le nourrisson en tout cas. Voilà pour la question numéro 2. Donc je ne sais pas si vous voulez intervenir à ce moment-là ou si vous souhaitez qu'on aborde la question numéro 3 qui concernait plutôt la santé maternelle. Juste une question pour le moment très technique sur la diapo précédente. Les 58 décès néonataux, les morts inexpliquées du nourrisson, inattendue, pardon. Non, sur la mort inattendue du nourrisson, les 58, on a, en fait, c'est le premier. Oui, c'est la première partie. Mais on est sur le même rythme en fait que les années précédentes. Globalement, voilà. Oui, elle est faussement positive. Oui, parce que c'est que le début effectivement de la Covid. On est à peu près sur le même nombre que les années précédentes. Et pourquoi en 2022 on était si élevé? Martin, tu veux peut-être intervenir? Oui. Alors, ça peut être expliqué, mais c'est assez technique sur les modalités du recueil et de la déclaration des cas dans le registre. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément une variation qui est liée à un événement extérieur. Je vous propose qu'on continue avec la question numéro 3 qui était plutôt sur le volet maternel. Si Catherine, tu es d'accord pour prendre la parole et poursuivre. Oui, d'accord. Donc cette question numéro 3, oui, voilà. Donc quelles sont les conclusions de nos derniers travaux sur les causes et conséquences d'événements indésirables de santé maternelle en France, notamment l'évolution des facteurs de risque et des questions aussi sur l'évolution des tendances de pratiques autour de l'accouchement. Donc, on a juste rappelé sur quels événements qu'on peut classer dans les événements indésirables de santé maternelle nous avons travaillé. Donc, la mortalité maternelle, bien sûr, on y reviendra dans une des prochaines questions puisque nous coordonnons cette enquête permanente sur les morts maternelles en France, mais aussi puisque ce sont des événements très rares et pour pouvoir aller plus loin dans la compréhension de la chaîne des événements, les événements de morbidité maternelle sévère, donc toute cause, et puis des travaux sur l'hémorragie sévère du postpartum, qui est un événement, j'y reviendrai quand on parlera de l'organisation des soins, qui permet de se détacher un peu plus des caractéristiques individuelles, justement, parce que c'est une complication qui est peu prédite par les facteurs de risque individuels et qui permet peut-être de mieux voir quelle est la part dans ces événements de facteurs liés directement aux soins. Donc sur ces différents événements, nous avons effectivement un certain nombre de travaux. Ah non, excuse-moi, Pierre-Yves, oui, qui ont confirmé que ces événements étaient impactés par des facteurs de risque individuels, comme ceux qui sont listés ici et que vous aviez d'ailleurs déjà évoqués, donc l'âge maternel de plus de 35 ans, encore plus de plus de 40 ans, l'obésité, la vulnérabilité sociale, avec une partie importante de nos travaux qui portent sur les femmes migrantes en France, qui représentent maintenant un quart des mères des naissances en France, et puis des travaux aussi sur le rôle de la césarienne sur ces événements et de la grossesse multiple. Et un certain nombre de ces facteurs de risque, comme Camille va le montrer juste après, ont une fréquence qui augmente parmi les femmes enceintes, l'âge, l'obésité, la vulnérabilité sociale. Et donc forcément, ça place ces femmes plus à risque d'événements indésirables de santé maternelle. Et donc c'est forcément un élément à prendre en compte. De plus en plus de femmes sont à risque de complications. Et donc d'une certaine façon, quand les taux restent stables, on peut considérer que c'est quand même une bonne réponse du service du système de soins, en tout cas dans une première lecture. Bien sûr, s'articule là-dessus des facteurs de risque organisationnels et liés à la qualité des soins que nous n'allons pas aborder ici parce qu'ils rejoignent les interrogations de la question 7 et donc nous les traiterons à ce moment-là.
Les risques de césarienne chez une femme au-dessus de 35 ans sont nettement supérieurs à en dessous de 35 ? Ou c'est la césarienne en règle générale ? Non, alors dans une analyse... il y a une limite d'âge en dessus ou en dessous de 35 ans. C'est-à-dire que nous avons effectivement montré sur des données qui datent maintenant de 2013, mais des données françaises, que les risques de complications pour la mère après la césarienne, à type de saignement, d'infection, d'embolie pulmonaire, donc là, effectivement, étudiés toutes causes confondues, étaient un peu plus élevés que dans l'accouchement par voie basse, mais surtout, ce risque était notamment plus élevé chez les femmes à partir de 35 ans, comme si ce terrain favorisait la survenue de ces complications. Peut-être pour répondre à votre question précisément sur le risque de césarienne, en fait, normalement, il n'y a pas de recommandation pour faire des césariennes parce que la femme a 35, 40, 45 ans, 50 ans, puisqu'on a beaucoup de patientes maintenant, enfin, de plus en plus entre 45 et 50. Hein, et donc, on ne fait pas forcément... Alors, il y a beaucoup de soignants qui font des césariennes où les femmes réclament une césarienne quand elles ont 40 ou 45 ans, mais il n'y a pas de recommandation professionnelle, car on sait que le risque en cas de césarienne est plus élevé chez ces femmes que si elles accouchent par les voies naturelles. C'était pour répondre au risque de césarienne chez les femmes qui ont plus de 35 ans. Pour Camille, alors, si tu veux faire un petit point. Oui, sur les facteurs de risque. Donc là, on vous a présenté l'évolution en particulier de l'âge et de l'obésité à partir des enquêtes nationales périnatales. Donc on voit l'évolution pour l'âge, pour les femmes âgées de 35 ans et plus, à l'accouchement, l'évolution entre 1995 et 2001, donc avec un taux qui a doublé. Et puis pour l'obésité, donc l'indice de masse corporelle supérieur à 30, on est passé... Alors là, on n'avait pas de données en 1995, mais entre 2003 et 2021, de 7,4% à 14,4%. Donc c'est l'obésité avant la grossesse. Hein. C'est pas l'IMC, bien sûr, en fin de grossesse. Pour revenir sur l'âge, effectivement, il y a de plus en plus de patientes qui ont 35 ans et plus. Et puis 35 ans, c'est une espèce de seuil. On considère qu'on est âgé quand on est une femme et qu'on a plus de 35 ans pour procréer. Mais on voit aussi que le taux de femmes de plus de 40 ans, enfin de 40 ans et plus, augmente également. Hein. C'était 5,4% en 2021 et c'était 3,9% en 2016. Donc dans les plus faibles proportions, mais il y a quand même des taux qui augmentent. Vous nous avez interrogé sur le tabagisme aussi. Donc il y a une évolution qui est plutôt favorable, au sens qu'il y a une diminution du tabagisme pendant la grossesse, en particulier au 3e trimestre, mais il restait encore quand même 12,2% des femmes en 2021 qui fumaient au 3e trimestre de la grossesse. Vas-y, peut-être la diapo d'après. Vous nous avez interrogé sur les pratiques obstétricales et sur l'évolution en particulier du mode d'accouchement. Donc ce qui est quand même intéressant de voir, c'est qu'en France, le mode d'accouchement évolue finalement assez peu, avec des taux qui sont relativement bons, en particulier en concernant la césarienne, donc un taux qui est aux alentours de 20-21% et qui est stable depuis 2003, et un taux d'accouchement instrumental qui est également stable aux alentours de 12%. Donc pour les césariennes, on a plutôt je n'ai pas mis les comparaisons européennes, mais on est plutôt à un taux assez bon, on se place plutôt assez bien. Par contre, pour l'accouchement instrumental, on est dans les taux assez élevés. Dans les pays scandinaves, ils ont des taux de césarienne parfois plus bas que nous, mais ils ont des taux d'accouchement instrumental aussi plus bas que nous, avec, on sait, des meilleurs résultats néonataux. Est-ce que ça peut venir de la morphologie entre les pays du Nord et les pays plus latins? Est-ce qu'il y a une différence de morphologie? Alors, des bassins un peu plus larges, voilà. Il y a une différence de morphologie, mais on pense que c'est plutôt une question de pratique, de gestion du travail, peut-être des gestions aussi des grossesses à bas risque qui sont différentes en France par rapport aux pays scandinaves. Pardon ? Est-ce que souhaitent les femmes aussi pas pour l'accouchement instrumental, je pense. Ah oui, pour la césarienne, peut-être. Oui. Il y a quand même une évolution des pratiques qui sont considérées comme positives. Il y a moins d'épisiotomie, il y a moins d'ocytocine utilisée dans notre pays. Et ça c'est en accord avec les recommandations assez récentes de la HAS et du Collège des gynécologues obstétriciens français qui tendaient à diminuer ces pratiques-là et donc qui sont plutôt en amélioration. Et là, on vous a présenté aussi une diapositive, je sais que vous en avez déjà parlé dans les auditions précédentes, sur la dépression postnatale. Pour la première fois, donc en 2021, on a pu évaluer
le taux de dépression postnatale chez les femmes à 2 mois. Donc c'est la première fois qu'on avait ce chiffre en France et on voit qu'il est assez élevé. Donc ça se base sur un questionnaire auto-administré à 2 mois et on voit que 16,7% des femmes en moyenne avaient des symptômes de dépression du postpartum à 2 mois. Alors c'est pas un diagnostic, mais c'est suffisamment corrélé à la dépression du postpartum pour qu'on puisse avancer ces chiffres-là. Avec effectivement, on voit des variations régionales. Je vais essayer d'avancer un peu. Voilà pour cette partie-là. Je ne sais pas si vous voulez compléter par des questions particulières. Sinon, on peut aborder la question numéro 4, qui était vraiment orientée... Je vais juste demander à mes collègues s'il y a... Oui, Florence Lassarade. Oui, j'avais plusieurs questions. D'abord sur la néonatologie. On a eu une audition avec l'HAS qui nous a dit que c'était impossible d'avoir des chiffres. Tu l'as précisé d'ailleurs oui. en introduction. Mais je vois bien qu'on a des chiffres en Nouvelle-Aquitaine, par exemple, sur la dépression, où je me réjouis qu'il y ait un peu moins de dépression qu'ailleurs. Donc, selon les pathologies, on a des chiffres. Et dans le Grand Est, voilà. Pour la mort inexpliquée du nourrisson... qu'est-ce qui fait qu'on ne couche pas toujours les enfants sur le dos? Est-ce qu'on avait eu quelques échanges là-dessus? Et ce qui m'a étonnée dans les taux que vous aviez, c'est que les femmes migrantes représentaient 1/4 des naissances actuellement en France. Qui est ne pas être né en France, c'est-à-dire des femmes nées hors de France. 1/4 des naissances en France actuellement surviennent chez des femmes qui ne sont pas nées en France. Ensuite, l'obésité, est-ce que c'est pas un facteur qui est commun à tous les pays occidentalisés? Est-ce que c'est spécifique à la France? Je voulais savoir aussi. Enfin, je pose mes questions parce qu'elles se rejoignent. J'étais pédiatre moi dans une vie antérieure, donc c'est un peu mon cœur de métier tout ça. Est-ce que la moindre adhésion de certaines femmes enceintes au vaccin anti-Covid n'a pas aggravé les chiffres à un moment ou à un autre par rapport à d'autres pays européens, par exemple? Et quand vous parlez de la baisse du tabagisme, moi j'étais frappée lors de mes visites hospitalières quand je demandais si les femmes fumaient. Pour elles, c'était fumer du cannabis. Donc je voulais savoir si on a une idée du taux d'imprégnation de cannabis parmi la population. Peut-être que j'étais dans une zone un peu défavorisée ou à risque. Voilà, c'était en vrac toutes mes questions. Peut-être juste j'introduis et puis je vous laisse passer. C'est sur les sources de données. Vous dites effectivement on a des données par exemple sur la dépression, mais c'est parce que dans l'équipe, on met en place des études qui s'appellent les enquêtes nationales périnatales, qui sont réalisées en gros tous les 5 ans, avec bien entendu en lien avec l'INSERM, Santé publique France, etc. Mais c'est parce qu'on met en place ces études spécifiquement qu'on a ces informations-là. Et donc ces informations ne sont pas disponibles à l'heure actuelle dans un système d'information dont on pourra parler juste après. Donc c'est vraiment, et je dirais que c'est la même chose pour le registre sur les morts inattendues du nourrisson, c'est parce que dans l'équipe, il y a des gens qui sont promoteurs et qui mettent en place ces registres-là qu'on peut avoir ces informations-là. Donc ce qu'on souhaiterait, c'est que ces systèmes soient pérennisés, stabilisés, et qu'on ait comme ça, je dirais de manière très régulière et plus simple, un ensemble de données. Pour les questions un petit peu plus spécifiques, vous aviez l'obésité, tu as répondu. Je n'ai pas répondu pour l'obésité. Ouais. Donc l'obésité, donc effectivement la tendance à l'élévation de la fréquence de l'obésité parmi ces femmes en âge reproductif et en début de grossesse est la même dans tous les pays riches. La France est plutôt en dessous en termes absolus, c'est-à-dire que actuellement on a donc 14% des femmes enceintes qui débutent une grossesse en situation d'obésité, c'est 1/4 en Angleterre par exemple, mais néanmoins la tendance est vraiment à la hausse et donc on peut s'attendre à ce que ça se poursuive et donc il y ait une part de plus en plus importante si rien n'est fait. Voilà, en ce sens. Oui, je peux répondre sur le cannabis. Donc je vais apporter mes notes parce que je ne connais pas tous les chiffres par cœur. La consommation de cannabis pendant la grossesse, c'était 2% en 2016 et 1% en 2021 sur l'enquête nationale périnatale. Mais on est sur des effectifs seulement de 13 000 femmes. Donc les intervalles de confiance sont assez larges. Et puis en 2021, on interrogeait les femmes directement. C'était l'enquêtrice qui interviewait les femmes, alors qu'en 2016, ça avait été sous forme d'auto-questionnaire. Donc peut-être à cause du biais de désirabilité, il est possible que les femmes aient un peu moins déclaré qu'elles avaient fumé du cannabis pendant la grossesse en 2021. Donc on ne peut pas vraiment conclure à une baisse. Mais ça reste, quoi qu'il arrive, dans des proportions assez faibles. À l'échelle nationale. À l'échelle nationale, bien sûr. Puisque vous êtes revenu sur cette carte. Ah, vous vouliez encore répondre.
C'était pour répondre à Mme la sénatrice sur la mort inattendue. Donc, les causes identifiées pour la non mise en œuvre des pratiques de couchage sécurisé, notamment le couchage sur le dos, c'est le défaut de littératie qui peut lui-même être expliqué par le manque d'information maternité. Donc, dans l'enquête nationale périnatale, il y a 50% des mamans qui sortent de maternité en disant qu'elles n'ont pas eu l'information. Il n'y a pas eu de campagne nationale depuis 30 ans. Et le dernier point, c'est l'exposome visuel extrêmement défavorable et qui est facile à réguler, puisque si on regarde de manière systématique des photos de bébés endormis de moins de 6 mois, eh bien, il y a des chiffres qui sont effrayants de bébés qui sont sur le ventre, que ce soit sur les paquets de couches, mais aussi dans la presse grand public. Oui, on les a vus. Une petite question sur cette carte-là. Vous avez les Drom et la Corse en gris, c'est parce que vous n'avez aucune donnée pour ces territoires-là. Et après, je donnerai la parole à Marie Mercier. Non, c'est pas pour cette raison-là. La Corse, on a des données, mais en fait, d'effectifs très faibles, parce qu'en fait, on n'est que sur une semaine d'accouchement. Donc, en fait, on ne peut pas donner un taux une estimation fiable pour la Corse. Et pour les Drom, on a des estimations que je n'ai pas là, malheureusement, parce qu'il y a eu une enquête nationale avec des extensions dans les Drom faits par Santé publique France. Donc, dans les rapports des Drom, des ENP des Drom, il y a des taux de dépression qui sont... alors, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais certains, pas très... Peut-être Catherine, tu sais... Avec une hétérogénéité entre Drom et en particulier un taux élevé en Guadeloupe et beaucoup moins dans les autres. Marie Mercier d'abord, et puis après... Madame la Présidente, une précision concernant la question de ma collègue Florence Lassara, notre collègue. Vous dites 25% de femmes qui ne sont pas nées en France. Est-ce que vous incluez Mayotte ? Non, Mayotte fait partie de la France. Oui, Mayotte fait partie de la France, donc... entre guillemets, gonfle statistiquement la France hexagonale. Ah oui. Alors, c'est vrai, mais les naissances à Mayotte, bien qu'on en parle beaucoup, ne représentent que 9000 naissances par an. Donc, au vu des 690 000, c'est tout à fait minoritaire. Annie. Oui, merci. Juste une question par rapport à ce tableau également. Est-ce que vous avez corrélé ces résultats avec les taux de suicide, par exemple, de manière générale dans la population? Parce que ça a l'air d'être complètement inversé par rapport au taux de suicide. Je vois chez moi, par exemple, je suis bretonne, 16,7. On a, et l'Est, les Hauts-de-France, c'est comme nous. On a des taux de suicide très, très importants, les premiers de France, très, très largement. Ce qui n'est pas le cas ici. Quand vous dites des taux de suicide très élevés dans vos régions, c'est en population générale? Oui, c'est ça. Donc, je pense qu'il y a tout un travail à faire parce qu'effectivement, de toute façon, c'est une population ce qu'il faudrait comparer, par exemple, c'est un taux de suicide chez des femmes en âge reproductif non enceinte ou à la population générale des femmes de cet âge-là. Et ça, à ma connaissance, ça n'a pas encore été fait. Santé publique France veut faire ça pour regarder si le taux de suicide dans cette classe d'âge est élevé globalement dans les mêmes régions que là on observe de la dépression du postpartum élevée. Quand on regarde, nous, dans l'enquête sur les morts maternelles, le suicide maternel, évidemment, les événements, on estime qu'on a une mesure fiable du suicide seulement depuis 6 ans. Et donc, on n'a pas assez d'événements pour pouvoir vraiment avoir des taux régionaux qui puissent se mettre en regard de cette carte-là. Donc, c'est encore à explorer. Et heureusement qu'on n'en a pas assez. Je vous laisse continuer. Merci. Donc, on voulait aborder le système d'information en périnatalité, puisque c'était une de vos questions. Est-ce que, Jennifer, tu veux prendre la parole? Bonjour, Jennifer Zettin, je suis directrice de recherche dans la même équipe. Et donc, je vais présenter les diapos sur cette question 4, qui était sur la fragmentation des systèmes d'information. Donc, par contre, on ne voit plus les diapos. Ici, on montre les... Jennifer, ah, voilà, c'est ça. Voilà, c'est bon. C'est bon, parce qu'on ne voyait plus le diaporama. On ne l'entend plus. On ne t'entend plus. Est-ce que, Jennifer, tu veux que je prenne la main parce qu'on ne t'entend plus? Ah, vous ne m'entendez pas? Ah, ça y est. Ah, je suis désolée. Donc, je ne sais pas où vous m'aviez perdu, mais je disais que ça, c'est les principales sources d'informations en France sur les naissances qui ont été établies pas pour faire de la recherche sur la santé périnatale, ni pour la plupart sur la surveillance de la santé périnatale.
et donc n'ont pas été conçus pour être reliés et mis ensemble. Et donc ça, c'est une des raisons qu'on a un système d'information qui est très fragmenté et sous-utilisé. Donc, on a des données des bulletins de naissance de l'INSEE qui ne contient pas des informations médicales. On a des bulletins de décès de l'INSEE et des causes de certificat de décès de l'INSERM qui servent à décrire les causes de décès et à compter les décès, mais qui contiennent peu d'autres informations sur le contexte de décès. On a les informations du PMSI sur des naissances qui ont lieu à l'hôpital. Alors, en France, la plupart des naissances sont hospitalières, donc ça couvre vraiment presque toute la population, avec l'exception des naissances à domicile, ce qui est dommage quand on veut faire l'analyse de l'organisation de soins, parce que c'est une sous-population qui nous intéresse quand même. Et puis, il y a les certificats de santé du 8e jour qui ont été conçus plus pour la surveillance de la santé périnatale, mais au niveau des départements et des services de PMI. Et donc, l'ensemble de ces données n'ont pas été remontées. Il y a des variabilités importantes dans la qualité et de l'exhaustivité de ces données. Donc, prochain, voilà. Depuis la mise en place du SNDS, qui contiennent en fait les données du PMSI avec les certificats de cause de décès, et au cours des 5 dernières années, il y a eu de plus en plus de travail, de travaux sur ces données en population, sur des naissances, sur des mères et des enfants. Et il y a des améliorations importantes, c'est-à-dire enchaînant les mères, des hospitalisations des mères avec des hospitalisations des enfants pour reconstituer le parcours et pour identifier les dyades mère-enfant. Il y a des appariements du PMSI avec des certificats des causes de décès, et ça permet d'avoir plus d'informations sur le contexte de décès, même si on n'est qu'à un taux de chaînage de 95% pour les décès néonatals et autour de 85% pour des décès infantiles, parce qu'on a du mal à retrouver les enfants pour des problèmes, parce qu'il y a des problèmes identifiants et d'informations communes, données manquantes. Aussi, il y a un travail en cours chez nous, mais aussi à Santé publique France et ailleurs, à l'adresse, pour améliorer les algorithmes et pour améliorer le codage des données au sein du SNDS. Cependant, avec tout ce travail qui est quand même des avancées importantes, il y a des limites, c'est-à-dire il y a beaucoup de données qui sont nécessaires pour les politiques de prévention, par exemple le tabagisme ou l'obésité, qu'on vient de discuter, qui ne sont pas présentes dans le SNDS, et aussi le problème des naissances extra-hospitalières. Donc, les pistes pour l'amélioration, c'est d'apparier ces sources d'informations existantes qui chacune contiennent des informations utiles. Par exemple, les données sur les naissances INSEE permettraient de décrire, d'avoir des chiffres sur les naissances, toutes les naissances, même celles qui ont lieu à domicile. Des données du PMSI, des données du certificat de santé contiennent des informations sur le hobby, sur l'IMC, sur le tabac et sur d'autres informations utiles sur l'allaitement, par exemple, et qui nous permettraient de renforcer des données qui sont disponibles en population, sur toute la population en France, ce qui est nécessaire pour étudier les événements indésirables rares chez les nouveau-nés et chez les mères. Et donc aussi, il faut travailler sur l'amélioration de la qualité de remplissage, et ça c'est à travers un dialogue avec les cliniciens qui remplissent ces données, et nécessite de faire un retour aux praticiens, et aussi d'utiliser ces données pour la recherche. En Europe, les meilleurs registres de naissance sont ceux qui font une recherche de qualité. Et puis, il y avait une dernière question qui était sur la possibilité de croiser les bases de données tout en préservant l'anonymat exigé par la CNIL. C'est une question compliquée, il faut réfléchir évidemment à cette question, mais au niveau européen, au niveau international, la plupart des pays ont des systèmes d'information qui permettent la surveillance et la recherche en périnatalité autour des registres de naissance, et ils ont les
mêmes niveaux d'exigence qu'en France en termes de protection de données personnelles. Donc, c'est quelque chose vraiment à réfléchir, à prendre très au sérieux. Mais l'expérience de nos voisins nous montre que ça devrait être possible. Très bien, merci. Véronique. Oui, merci pour cette présentation. Enfin, on voit bien que les données de santé, on travaille en fait sur la périnatalité et sur ces deux jambes, c'est-à-dire l'amélioration de la santé de la femme et de l'enfant dans sa période anté, accouchement et postnatal, et puis sur l'organisation des soins. Et en fait, depuis le début des auditions, après la 3e semaine, la seule chose qu'on constate, c'est qu'on est en incapacité de croiser cette organisation territoriale, et chaque auditeur redit en fait la même chose, et on a effectivement du mal à avancer. Alors, moi j'ai une question assez simple à vous poser. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose d'insurmontable? Je ne le pense pas. Est-ce que vous pensez que c'est surmontable à court terme, par exemple? De quels moyens faudrait disposer? Et quels sont les pays qui, en gros, font peut-être référence dans ce domaine, sur lesquels on pourrait peut-être porter une attention particulière? Vas-y, Jennifer. Personnellement, je réponds, je vais juste dire que je pense que c'est tout à fait faisable, et dans un délai de temps pas trop lointain pour l'appariement, parce que ces données existent et l'appariement est possible. Il y a eu des tentatives pour montrer que c'était faisable. Après, il faut un travail peut-être un peu plus de longue durée sur la qualité des données qui sont renseignées, mais il y a certainement des données qui existent déjà qui sont utilisables pour aller plus loin sur nos systèmes, sur nos questions et de recherche. En termes de pays, alors j'avais quelques exemples, mais pour des systèmes globaux, il y a par exemple en Californie, il y a un très bon système de données collectées sur l'ensemble des naissances dans cet État, avec beaucoup d'interactions avec des cliniciens ou aussi avec des codeurs, enfin des médecins dans les DIM, pour avoir des données de qualité. Donc ça, c'est un bon exemple. Après, on avait un exemple, après ce diapo, je pense qu'il y a un autre. Si vous pouvez... Oui, après ça... Ah non, oui, on peut aller là. Ça, c'est dans la partie après, mais en Angleterre, il y a un système d'audit sur tous les décès. Là, ça, c'est pas un système ou un registre, mais c'est bon, vous pouvez revenir voilà. Non, vous pouvez me remonter. C'est pas grave. Pardon. Voilà, c'est ça. En Angleterre, il y a un système d'audit sur les décès qui peut nous guider. Angleterre n'est pas forcément le modèle à prendre pour un registre de naissance, parce qu'ils sont comme nous, ils ont des systèmes d'information assez fragmentés. Je pense que c'est le cas dans beaucoup de grands pays, c'est difficile. Mais cet audit qu'ils font sur tous les décès, ils ont des données collectées sur tous les décès sur un outil en ligne, et ils restituent cette information aux équipes. En fait, le dialogue entre l'institut qui fait ces analyses et les équipes est assez remarquable. Ils peuvent aller en ligne et avoir d'informations en temps réel sur les événements indésirables chez eux, avec les déterminants, avec les caractéristiques des décès, etc. Donc, ils ont vraiment des outils très performants qu'on pourrait s'inspirer de leur expérience. Si je peux me permettre, moi je pense que l'enjeu immédiat, comme on l'a dit, c'est vraiment la création d'un vrai registre de naissance qui permette d'avoir des informations détaillées sur la mère et l'enfant pendant la grossesse, l'accouchement et la période néonatale. Que pour ça, comme on l'a dit, le problème qu'on a à l'heure actuelle, c'est que vous voyez, toutes ces sources de données, elles sont pilotées par des institutions qui sont toutes différentes. Donc il faut arriver à les mettre d'accord pour que tout ça soit regroupé. Et donc c'est là qu'on a besoin du soutien de nos tutelles et de nos politiques, parce qu'on n'y arrivera pas tout seul. Et c'est un enjeu majeur, parce que si on arrive à regrouper ces données, à créer un vrai registre, il y a une première étape, comme le disait Jennifer Zetlin, c'est d'avoir ce registre-là, de pouvoir analyser, commencer à piloter et de l'améliorer en greffant de la recherche dessus. Parce qu'on sait très bien qu'il y a un peu un cercle vertueux. C'est quand ces bases de données sont exploitées notamment par les chercheurs et qu'il y a un retour aux cliniciens, nécessairement les informations qui seront collectées initialement seront bien meilleures. Donc il y a un cercle vertueux comme ça à créer. Mais je pense que l'enjeu, c'est de permettre la mise en place de ce registre
en mettant toutes ces tutelles d'accord, en mettant aussi l'INSERM, Santé publique France, l'adresse, la DGS, la DGOS d'accord pour qu'on arrive à piloter ça. Et nous, équipe de recherche Épopée, on est prêt à prendre notre part dans ce travail-là et on a déjà commencé à travailler là-dessus. J'ai juste une petite réflexion sur le certificat de santé du 8e jour. Moi, sur ma maternité, j'avais voulu, sur mon secteur, établir le taux d'allaitement, puisque ça faisait partie des questions, et la durée de l'allaitement, mettons à 9 mois aussi, c'est 8 jours, 9 mois, 2 ans. Ça ne sert à rien, parce que le rempli de ces certificats est très aléatoire. Certains médecins le mettent directement à la poubelle. Donc c'est du temps perdu et personne. Ça arrive au conseil départemental, c'est pas forcément fait à la PMI. Tous les médecins doivent le remplir normalement. Ça arrive au conseil départemental et là, moi je m'étais renseignée à l'occasion d'élections d'ailleurs. C'est absolument pas exploité. Personne ne les lit. Personne ne les lit. Donc, est-ce que c'est la peine d'emmerder les gens à remplir des certificats? Sur le carnet de santé, c'est très bien, mais remplir des papiers pour remplir des papiers, c'est inutile, et d'autant plus que personne ne fait d'analyse. À quoi ça sert? Mais madame, justement, l'objectif, c'est que ça serve à quelque chose, et je pense que le drame, c'est que ça ne servait pas. Ou alors que c'était très différent selon les régions, les départements. C'est-à-dire qu'il y a des départements qui les exploitaient, ces données-là, et qui ont réussi à les rendre pertinentes. Donc il faut effectivement, et là vous avez 100% raison, c'est qu'il faut que quand on lit ces différentes bases de données, elles soient exploitées et qu'il y ait un retour vers les équipes cliniques qui les remplissent. Parce que sinon, c'est un argent considérable qui est dépensé, qui est déjà... Donc la moindre des choses, c'est de valoriser ça. Et le valoriser, c'est de montrer à quoi ça sert. Donc il faut vraiment travailler, c'est vraiment l'objectif qu'on a, c'est de pouvoir lier ces informations. Parce qu'elles sont pertinentes si elles sont liées à d'autres types de données et si elles sont exploitées. Et donc je reviens à ce cercle vertueux, montrer à quoi ça sert en liant tout ça, en associant les équipes cliniques, les équipes de recherche. Et dans ces cas-là, si on arrive à montrer que ça sert à quelque chose, alors il y aura une amélioration du remplissage et on pourra harmoniser les choses au niveau national. Je crois que ça vaut vraiment le coup de se lancer là-dedans, notamment si vous voulez avoir des informations fiables qui vous permettent de piloter les politiques qui sont mises en place. Je pense que c'est absolument indispensable au niveau national et au niveau local. Je peux intervenir. Pardon. Oui, allez-y. En fait, dans la loi, les certificats de santé font partie du SNDS, c'est des données de santé, donc c'est acté que ça peut être rentré dans les données du SNDS. Et puis, il y a beaucoup de travail sur les dématérialisations de ces certificats, donc je pense qu'il y a que sur le plan logistique, il y a des possibilités pour faire cet appareillement. Si je peux poser une dernière question. Moi, le registre des naissances... Pardon. Annick Billon, et puis je crois que vous vouliez intervenir. Juste pour une précision, le registre des naissances, c'est bien sûr rempli à la naissance, à la maternité. Mais après, qui va l'implémenter? Qui va donner les renseignements? Je voulais pas... comment dire? Nous, ce qu'on veut, c'est créer un registre de naissance à partir de ce qui existe et ce qui est déjà collecté, à partir des informations qui figurent là. Donc ces informations, elles existent déjà. Ce qu'on veut, c'est pouvoir les lier entre elles, parce que c'est comme ça qu'on arrivera à comprendre un peu les phénomènes, d'une part. Et d'autre part, peut-être qu'en les analysant, les exploitant de manière un petit peu plus générale, on arrivera à améliorer la qualité, c'est-à-dire à montrer à quoi ça sert. Et en montrant à quoi ça sert au niveau de chaque territoire, au niveau de chaque maternité, ça permettra aux équipes cliniques de dire « oui, finalement, ça m'aide ». Au quotidien, à faire du benchmarking, à me comparer, et donc d'améliorer le codage. Donc il faut qu'il y ait une valorisation. Alors il pourrait y avoir une valorisation financière à bien collecter les informations dans les établissements, mais une valorisation qu'on peut effectuer en termes de recherche en disant voilà à quoi ça sert. Donc je pense que l'idée, c'est pas de créer quelque chose de nouveau, c'est de s'appuyer sur l'existant et de lier toutes ces bases qui existent déjà et d'en améliorer la qualité. Ce qui est faisable techniquement. Ce qui est faisable techniquement, je crois qu'on sait faire. Il y a des enjeux à mettre d'accord un peu toutes ces tutelles-là. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin d'un appui fort de la part de nos tutelles, de la part des politiques, pour que ça se fasse. Et ça se fait dans plein de pays, et dans des pays qui ont des exigences sur la sécurité des données qui sont largement aussi fortes que les nôtres. Annick Billon. Merci, Madame la Présidente.
Vous nous l'avez démontré à travers vos propos jusqu'alors qu'on dispose d'un certain nombre de statistiques et que finalement la mortalité s'explique à la fois par la triple permanence des soins qui finalement ne serait pas au rendez-vous et par l'intérim. Vous nous avez montré une carte avec la mortalité par rapport aux dépressions et aux suicides notamment. Alors, est-ce que vous avez ces mêmes statistiques géographiques par rapport à cette triple permanence des soins qui serait à géométrie variable sur le territoire national? Et si nous avons ces données, pourquoi n'en tirons-nous pas les conséquences et quelles conséquences en tirez-vous pour que cette mortalité qui est en augmentation augmente? Alors, peut-être c'est... Alors nous, on n'a pas montré ça. C'est une des hypothèses qui est avancée pour expliquer. Et c'est vrai que si on veut aller plus loin pour comprendre et répondre précisément à votre question, il faut avoir un système d'information qui soit permanent, pérenne et sécurisé sur le long terme. Donc c'est l'urgence du moment, parce que c'est une des hypothèses qui est avancée pour comprendre pourquoi il y a une surmortalité éventuellement autour des naissances à terme. Et une des hypothèses, c'est autour de l'organisation et de la qualité des soins. Il y a des événements qui sont rapportés. Il y a des travaux, peut-être qu'on aura l'occasion, notamment sur la mortalité et la morbidité maternelle, qui ont été faits sur le lien entre le type d'établissement et la surmorbidité ou surmortalité. Donc on a quelques éléments de réponse. Mais c'est vraiment un enjeu pour pouvoir vous répondre, à créer un système d'information qui soit de qualité et qui nous permette d'aller un petit peu plus finement pour étayer nos hypothèses. Donc on en est là, malheureusement. En fait, on n'arrive pas à corréler ce qu'on dit depuis les 3 semaines, c'est ce qu'on démontre. Ah bah oui, c'est très difficile à faire, il faut avoir les données, mais si vous êtes d'accord, je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments autour de la santé maternelle qui existent et qui permettraient quand même d'étayer un peu ça. Allez-y, on continue. Est-ce que je passe, Catherine, je te passe? Oui. Est-ce qu'on passe à la partie maternelle et puis on reviendra dessus? Alors, je suis d'accord. Ouais, cette partie-là, on peut peut-être la passer. Vous aviez une question sur la mortalité maternelle. Donc, effectivement, on a la chance d'avoir ce dispositif, pour le coup, qui est en place et pérenne depuis 1996. Juste pour vous dire que le prochain rapport sort demain sur la mortalité 2016-2018. Donc, ce que je vous propose peut-être, c'est, parce que je vois le temps qui passe, c'est de passer ça, et je pourrais vous faire peut-être, si vous voulez, une note sur ce qu'on peut tirer comme nouveaux enseignements, si ça vous va. Et on va passer sur les aspects que vous venez d'évoquer, qui sont comment on essaie de relier, alors ça c'est un schéma général, la survenue d'événements défavorables, alors ici maternels, donc en termes de morbidité. Vous voyez ici représenter le continuum de morbidité avec la fréquence des événements, comment on passe d'une grossesse normale, qui se complique d'un événement qui peut devenir sévère, qui peut devenir presque mort, voire d'une mort. Et nous, comment on étudie, si tu veux la diapo suivante, comment les caractéristiques des maternités influencent ces différents passages. Donc, figure ici une analyse qu'on a menée sur la mortalité maternelle, mais vous le voyez sur des données qui sont déjà anciennes, 2007-2009, qui ont été beaucoup reprises et beaucoup peut-être pas complètement comprises, notamment dans leur ancienneté et dans ce qu'elles disent. Et donc, on s'est focalisé sur la mortalité par hémorragie, c'est-à-dire les femmes qui saignent au moment de l'accouchement, dans le décours immédiat, et qui meurent. Et pourquoi cette composante dans la mortalité? C'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un événement qui est finalement peu dépendant du niveau de risque de base des femmes, alors en grande partie, et donc qui va essentiellement dépendre, dans les formes graves, voire létales, de la qualité de la mise en œuvre, mise en place. Et donc, on se sert de cet événement, l'hémorragie létale ou grave, comme un marqueur de la qualité, de la capacité d'une équipe de maternité, dans sa multidisciplinarité, à répondre à l'urgence maternelle. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'après avoir ajusté sur les caractéristiques de base des femmes, donc figure ici, le chiffre qui figure, c'est ce qu'on appelle un risque relatif, ou son équivalent, le ratio, peu importe, c'est-à-dire c'est le facteur multiplicatif du risque de mortalité maternelle par hémorragie. Ici, par exemple, en l'absence d'un anesthésiste, donc dans les maternités où un anesthésiste n'est pas présent 24 heures sur 24, eh bien, le risque de mourir d'hémorragie est 2,4 fois celui des maternités où un anesthésiste est présent 24 heures sur 24. On voit que l'association pour l'obstétricien n'est pas tout à fait statistiquement significative, puisque l'intervalle de confiance croise la barre verticale. De la même façon, si on descend, on voit que pour cette analyse sur le niveau de soins, le risque de mortalité était plus élevé dans les maternités de type 1 par rapport aux maternités de type 2 ou 3. Et c'était le résultat principal pour cette période. Le risque était plus élevé dans les maternités privées à but lucratif par rapport aux maternités publiques.
Donc, encore une fois, il s'agit de données sur des événements rares que sont les hémorragies mortelles et surtout des données anciennes et qui sont nationales, donc qui ne préjugent pas d'une déclinaison régionale. Donc nous avons voulu décliner ce type d'analyse sur des données de morbidité sévère, donc en remontant dans le continuum de morbidité. Et bien sûr, comme vous l'avez souligné à maintes reprises, nous n'avons pas de données de routine disponibles, donc nous avons monté une étude ad hoc, l'étude EpiMoms, dans 6 régions françaises en 2013 pour répondre en particulier à cette question. Et vous voyez ici avec un schéma qui se lit de la même façon, mais l'événement ici est donc l'hémorragie near-miss, peu importe, une hémorragie très sévère mais non létale, que le risque de ces événements graves est plus important tout en haut dans les maternités 2,3 fois plus qui n'ont pas d'anesthésiste disponible 24 heures sur 24. Et si on descend, un lien avec la taille des maternités qui n'est pas statistiquement significatif, même si les risques vont dans le sens qu'on aurait pu imaginer, celui qu'on aurait pu attendre, c'est-à-dire plus de risques dans les petites maternités, mais vous voyez que ça n'atteint pas la significativité statistique. Et en revanche, on retrouvait cette association avec le type 1 et les maternités privées à but lucratif. Pour aller encore un peu plus loin, nous nous sommes intéressés à la qualité des soins si tu veux, la qualité des soins en cas d'hémorragie, avec l'idée qu'une prise en charge inadéquate de l'hémorragie débutante entraînait plus de risques d'aggravation de cette hémorragie. Et on voit ici que dans une analyse que nous avons différenciée entre l'accouchement par voie basse et l'accouchement par césarienne, que dans les maternités réalisant moins de 1000 accouchements par an, le risque de prise en charge inadéquate de l'hémorragie est 2 fois plus présent que dans les maternités de plus de 3500, qui était ici la catégorie de référence. C'est également statistiquement significatif pour les maternités de 1000 à 2000. Et puis, on retrouve ce risque de prise en charge inadéquate dans les maternités de type 1 et dans les maternités privées à but lucratif. Encore une fois, il s'agit encore de données anciennes. 2013, c'était il y a déjà 10 ans. Il y a eu beaucoup d'évolutions de regroupement de maternités, d'organisation dans les maternités. Et donc, je ne pense pas qu'on puisse utiliser ces données pour dire maintenant ce qu'il faudrait faire en fonction d'un seuil comme ça arbitraire d'accouchement. En revanche, ça montre vraiment comment l'organisation des soins peut influencer la morbidité grave et les événements maternels indésirables autour de la naissance. Et donc, il y a vraiment nécessité de renouveler ce type d'analyse dans l'organisation actuelle des soins et éventuellement de la décliner par région. Je crois que c'est tout ce qu'on avait mis. Oui, mais comme tu le dis, ça a pu être montré par des enquêtes qui ont été mises en place spécifiquement dans l'équipe pour ça. On voit bien qu'il faudrait un système qui permette d'aller un petit peu plus loin de manière continue, et on a un recul maintenant de 10 ans. Donc je pense qu'il faudrait réfléchir à de nouveaux dispositifs pour étudier ça. Sur la diapo précédente, comment est-ce que vous corrélez le surrisque, si on peut l'appeler ainsi, le surrisque de mortalité par hémorragie digestive, par hémorragie génitale grave dans les maternités où il manque un anest 24-24, et puis on a par contre paradoxalement, du coup, vous avez classé les cas. Alors il y a 1, l'équipe, et 2, le type de maternité, c'est bien ça, mais du coup c'est pas corrélé en fait. On ne sait pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a l'équipe et le manque d'anesthésie qui fait augmenter a priori le risque de décès ou de mauvaise prise en charge d'une hémorragie. Et puis vous avez des chiffres qui parlaient de la classification de maternité 1, où en fait c'était absolument pas significatif. Oui. Donc tout ça, quand je dis pas d'anesthésiste présent, c'est pas au moment de l'événement. C'est en termes d'organisation. Tout ça, ce sont des organisations générales de maternité. Voilà. Et effectivement, vous avez raison. Ce qui serait intéressant, c'est de corréler avec ce qui se passe au moment de l'événement. Mais ça, on n'avait pas les moyens de le faire. Compléter, Jennifer, c'est ce que tu voulais dire sur la santé du nouveau-né, le lien entre les organisations et la santé du nouveau-né. Autant chez l'enfant à haut risque, les choses sont quand même assez étayées, c'est-à-dire que plus la taille du service de néonatologie ou des unités de réanimation néonatale est importante, moins le risque de complications chez le nouveau-né existe. Parce que on voit ça dans le domaine de la chirurgie, par exemple. Les gros centres qui font beaucoup d'actes chirurgicaux sont probablement plus efficaces. En revanche, et on voulait insister là-dessus, dès qu'on s'intéresse à cette population à bas risque dont on a parlé tout à l'heure, on a très très peu de données qui permettent de corréler le type de maternité, l'organisation des maternités, la qualité des soins et le devenir de ces enfants. Donc là encore, c'est un champ, vraiment un champ à développer.
Alors, on avait une conclusion. Encore une question. Oui, moi j'avais une question, mais qui sort de la mortalité et de la morbidité. Pour autant, je pense que dans le cadre de notre mission, je souhaiterais vous interroger sur le dépistage néonatal, qui finalement a 50 ans aujourd'hui. Le dépistage néonatal est inscrit dans le Code de la santé publique, a été récemment reprécisé dans la loi de bioéthique. Pour autant, il vise à détecter dès la naissance certaines maladies rares, mais graves aussi. On a des essais qui ont été faits, notamment sur l'amyotrophie spinale dans la région Grand Est et dans l'Ouest également, où on voit qu'on peut considérablement jouer sur l'évolution de l'enfant. J'ai eu récemment un déjeuner avec le professeur Linglard qui nous parlait d'une évolution assez lente finalement du développement de ce dépistage-là, notamment en raison peut-être de la nécessité d'évolution des critères qui peinent à évoluer depuis 50 ans, même si effectivement le test Buvard est important, mais on pourrait aussi réfléchir sur des dépistages néonataux par gène, par exemple, et ça nécessite une certaine évolution des critères. Je voulais savoir si vous aviez, si vous pouviez nous préciser dans quel sens doivent évoluer ces critères-là. Est-ce que vous avez travaillé sur le sujet? Et puis, j'ai cru comprendre aussi que la notion du bénéficiaire faisait débat. En France, le bénéfice individuel de l'enfant est déterminant, mais il semblerait que ce ne soit pas forcément le cas partout en Europe. Je voulais savoir si vous en connaissiez les raisons et qu'est-ce que cela implique-t-il, en fait. Voilà. Alors, vous avez parfaitement raison. Hein, l'extension du dépistage, alors qui historiquement est complexe, hein, puisque c'était une association, ça a récemment changé. Et puis, on a la possibilité maintenant d'étendre à quasiment 32 maladies. Et il y a énormément de preuves hein, sur l'amélioration de l'état de santé des enfants au long terme. Donc, ce que vous a dit Mme Linglard est tout à fait vrai. Et toute la communauté pédiatrique pousse pour l'extension de ces dépistages. Et pourquoi les critères n'évoluent-ils pas? Puisque, en fait... ça fait 50 ans qu'on parle de ces dépistages néonataux et pour autant, il semblerait que ce soit lent à évoluer. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Comment est-ce que nous pourrions vous aider pour faire évoluer ces critères-là et pour faire en sorte que le dépistage néonatal soit peut-être plus pertinent et qu'on puisse aller encore plus loin pour l'évolution des maladies, puisque finalement, il y a certaines maladies, on sait très bien que si on les détecte rapidement, plus la détection est précoce et plus la santé de l'enfant est sur l'amyotrophie spinale. C'est un cas assez révélateur de se dire que s'il est traité, je crois que c'est dans les 10 jours, on réussit à améliorer considérablement la vie de l'enfant qui est voué à mourir dans les 2 ans quand même. Donc mais aussi pour des maladies plus prévalentes comme la drépanocytose. Mais j'ai presque l'impression d'une inversion de la preuve, parce que je pense que toute la communauté scientifique, notamment pédiatrique, et tous les gens qui travaillent dans le plan maladies rares sont pour ces changements et cette évolution. Donc peut-être que la réponse se trouve plutôt du côté législatif et pas du côté scientifique. D'accord. À creuser alors. À creuser, merci beaucoup. Eh bien, écoutez, l'heure nous oblige à clôturer cette audition. Je voulais vous remercier chaleureusement de votre venue. Nous comptons sur vos contributions encore écrites et puis sur les publications que vous pourrez nous transmettre. Et on ne manquera pas de vous soumettre nos questions si par hasard il y en avait d'autres qui apparaissaient. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence. Et mes collègues, je vous donne rendez-vous dans cette même salle à 18h30 pour l'audition de plusieurs fédérations hospitalières, si vos agendas vous le permettent. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.